Bonjour à tous, Philippe Desrobert, donc j'anime la filière hydrogène renouvelable au sein de Bretagne Développement Innovation. Je vais introduire cette séance juste 5 minutes avant de passer la parole à notre journaliste animateur Xavier de Montride. Déjà en vous remerciant à distance de votre présence. Merci beaucoup à nos 3 intervenants. Donc, on aura à distance Yannick Billan du chantier naval Bretagne Sud. On a dans la salle Olivier Ticos, nous avons le gros plan tout à l'heure pour Alcator d'Art, et M. Bruno Paris, qui est vice-président de Lorient Agglomération. Donc, à chaque fois, vous verrez des séquences très intéressantes. Un grand merci à mon ami Xavier de Montride d'animer de façon beaucoup plus journalistiquement que moi toute la quasi-totalité de la réunion. Et un grand merci aussi aux équipes derrière, sans qui rien ne serait possible, évidemment. Je fais la technique et toujours, voilà, il y a toujours pas mal de choses à régler. BDI, donc, comme vous le savez, on est l'agence de développement économique de la Bretagne. On anime, on structure 6 grandes filières industrielles pour le compte de la région. Je vous donnais les énergies marines renouvelables, la cybersécurité, agrétique dans l'agriculture et le numérique, la voile de compétition, la filière composite. On a les smart energy, le petit dernier étant donc depuis le début de l'année l'hydrogène renouvelable, sachant qu'on accompagne depuis longtemps la région sur l'écriture de sa feuille de route votée en séance du Conseil régional il y a une grosse année maintenant, et que donc nous sommes chargés d'animer au niveau de la région Bretagne, en coordination avec toutes les autres structures qui sont aussi sur ces thématiques, et tant mieux. On est aussi là pour conduire les projets et les compétences, vous le verrez juste après. Accompagner les projets, ils sont très nombreux, donc on publie régulièrement des cartes de projets où on le sait, apparaître de plus en plus sur la belle cartographie des projets français. Carte des compétences également, ça c'est des outils d'animation de filière. Attirer des entreprises dans la région, évidemment, mais on a aussi à accompagner nos entreprises déjà en place dans leur croissance. Et pour cela, BDI, c'est des 3 grands services supports avec qui on travaille donc en transversal, en coordination tous les jours, à savoir notre service Europe, notre pôle ingénierie qui nous développe toute une base de données, et puis donc ces cartos, compétences et projets, et le grand service communication et attractivité. On rappelle au passage que BDI gère la marque Bretagne pour le compte de la région. Et puis, chose qui est quand même assez importante, nous sommes délégué régional, enfin l'Interpan, le directeur de BDI, et le délégué régional de France Hydrogène pour la Bretagne. Voilà, pour un an. Donc, on est en étroit, en lien très, très étroit, évidemment, avec le grand cluster français de l'hydrogène qu'est France Hydrogène. Ensuite, sur la diapo suivante, on rappelle la feuille de route. Très, très vite, la feuille de route de la région Bretagne. On développe des boucles locales hydrogène, alliant production, distribution, transport et l'ensemble des usages. Il n'y a pas que la mobilité. Là, aujourd'hui, on va parler pas mal de bateaux. Mais bon, on va dire que toute la région française, une grosse partie de la région française, en tout cas, on a une feuille de route et ça passe bien par des approches écosystémiques très, très pointues et pas forcément très simples aujourd'hui à résoudre, parce que tout ça est assez nouveau. Les modèles économiques n'existent pas encore. En tout cas, ils se cherchent et ils se trouvent. Et donc, ça passe par des dynamiques territoriales très fortes, et on en a plusieurs en Bretagne. On aura surtout très bel exemple de Lorient tout à l'heure avec M. Paris. Ensuite, la région bretonne est connue pour soutenir, avoir des lignes de crédit fortes pour soutenir l'innovation. Donc ça, au travers de toute une série d'appels à projets en phase d'études, même en phase d'investissement. Donc, c'est des choses que l'on fait pour votre transmission régulièrement. On a aussi des fonds fédéraux qui sont très, très utiles pour accélérer des prototypes, accélérer des démonstrateurs, des premiers de série. En Bretagne, ça marche bien, et on va aussi le voir donc également sur l'hydrogène. L'axe 3 est très important, et c'est l'axe de notre webinaire d'aujourd'hui. Il est sur le fait que la région Bretagne veut être une région leader de la construction de bateaux hydrogène. On en a déjà 2 qui font le tour du monde, vous les connaissez, c'est Energy Observer et puis ex-Race for Water, ex-Planet Solar qui s'appelle maintenant Porima. On a chez Yannick des bateaux qui flottent et qui sont en train de s'équiper aussi. Yannick Billan, chantier naval Bretagne Sud, qui partent en essai en mer très prochainement. Et on a, sans trahir de secret, une vingtaine de projets de bateaux en Bretagne dans la décennie à venir. Donc la région Bretagne, très clairement, se positionne comme une future région leader de la construction de bateaux hydrogène. Sachant qu'on a un levier qui est important, qui est celui de la commande publique. On a parlé tout à l'heure de Paris. Et rien que pour la région Bretagne, la région est propriétaire de 22 ports, 17 bateaux.
on est engagé dans un plan de reconversion de la flotte. Conversion, alors biogaz, conversion électrique et électrique hydrogène. Donc, c'est très important parce que c'est vrai qu'il y aura les financements qui vont avec. Sur la slide suivante, très rapidement, je vous renverrai comme cela sur le site de BDI. On développe des outils d'animation de structuration de filière qui sont au service de tous, et notamment une carte des projets. Alors, cette carte des projets a 17 projets. C'est une des dernières fois que vous la verrez, puisque au stand Evolution à Paris, les 27 et 28 octobre prochain, on va avoir tout notre fond de stand avec nos 2 cartos, dont la nouvelle carte projet. On va faire apparaître 29 projets. On va passer de 17 à 29. On en a plus de 6 fois plus dans les cartons, mais évidemment, il y a plein de projets qui ne sont pas dans le niveau de maturité sur lesquels on peut communiquer ou sur lesquels le porteur ne souhaite pas communiquer. On a des projets très avancés sur lesquels les porteurs ne veulent pas communiquer. Et donc, ça vous fera plein de matière dans les mois, les années à venir. Et on va... Donc ça, c'est pour la carte des projets qu'on pourra vous commenter. Évidemment, on est à votre disposition. Et la slide suivante, c'est la carte des compétences. Là, on passe du coup sur un outil sur notre site internet dynamique en ligne qui vous permet de rentrer dans le détail. Alors, je vais bien la slide suivante. Vous verrez donc sur le site, vous pouvez filtrer par domaine de compétences, par brique technologique, par structure d'accompagnement. Cet outil que nous exportons bien au-delà de la Bretagne est vraiment un outil hyper performant mis au service de 25 filières en Bretagne. C'est l'outil Craft. Et donc, on a, suite à une enquête menée il y a quelques mois, pu initialiser cette carte qui s'enrichit de façon considérable à plus de 30% depuis 2 mois. Voilà, donc j'ai terminé, je suis toujours un petit peu long et je passe la main à Xavier. On reviendra sur le calendrier de la fin d'année. Merci beaucoup, Philippe. On donnera effectivement le calendrier des rendez-vous à venir parce qu'ils sont nombreux. Merci d'être avec nous. J'ai reconnu un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont derrière leurs écrans. J'en profite pour vous dire que vous pouvez évidemment, c'est l'objectif, poser toutes les questions que vous voulez en utilisant l'espace de discussion. On prendra régulièrement à la fin de chacun des échanges avec nos 3 intervenants du jour les questions que vous posez. Sachez que vous aurez aussi possibilité de prolonger ces échanges ultérieurement en contactant directement nos intervenants. Comme le disait Philippe, c'est quelque chose auquel je me suis confronté aussi, donc ne soyez pas surpris. Il y a parfois pas mal de confidentialité sur ces sujets-là, donc je poserai les questions. On n'est pas sûr d'avoir toutes les réponses à l'instant T, mais en tout cas, on peut évidemment poser toutes les questions. Il y a 3 intervenants qui vont éclairer les enjeux maritimes de l'hydrogène renouvelable en Bretagne ce matin avec nous. Philippe Desrobert les a rapidement mentionnés. On va commencer avec vous, Olivier Tikos. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'Alcatorda, qui est un bureau d'études installé à Vannes et qui... c'est bien ça? Non, oui, tout est bon. Bien. Et ça fait près de 20 ans que vous travaillez sur ces questions-là. Donc peut-être, avant de nous faire part de l'actualité qui est la vôtre, et je sais qu'elle est très riche, nous rappeler ce qu'est votre bureau d'études et quels sont les champs de travail sur lesquels vous êtes investi avec vos équipes. Oui, alors nous, en fait, Alcatorda a été créé en mars 2002 au Havre sur la problématique du remplacement des motorisations diesel des bateaux de pêche et de la flottille de pêche du Havre vers l'hydrogène. Pourquoi? On va dire de manière récurrente depuis quelques dizaines d'années, le secteur de la pêche a des problèmes au niveau des prix du gasoil. Et nous, ce qu'on proposait, c'était de changer de fuel pour aller vers l'hydrogène. Innovation de rupture, en quelque sorte. Voilà, innovation de rupture, d'autant plus qu'à l'époque, un champ éolien était en train de s'installer sur Fécamp et qu'on avait déjà conçu à l'époque et décrit l'ensemble de la chaîne technologique pour récupérer les électrons du champ éolien du parc de Fécamp pour alimenter la flottille de pêche du Havre. C'est un peu en avance de phase parce qu'à l'heure où nous parlons, le parc de Fécamp n'est toujours pas une réalité. Ah si. Il y avait 10 machines qui étaient prévues à l'époque et finalement, par levée de bouclier, il n'y en a eu que 5 qui ont été faites. Alors, c'était sur la réhabilitation de la falaise
de Fécamp, qui est un site qui est magnifique, mais qui à l'époque était complètement pollué par une décharge d'ordures, qui a été supprimé par la communauté de communes. L'ancien incinérateur a été enlevé et tout a été repaysagé avec de l'éolien. Donc, c'était un projet très, très positif au niveau environnemental. Il y a eu quand même quelques levées de boucliers. Du coup, l'agglomération de Senneville n'a pas pris les éoliennes, les 5 qui leur étaient destinées, et seul Fécamp l'a pris. Alors ça, c'était le début de l'aventure en 2002. C'était le début, à tel point qu'on a été reconnu à l'époque par les réseaux technologiques qui avaient été mis en place par Claude Allègre. Nous avons obtenu un financement de la part de l'État et de la région pour développer un peu notre activité. Par contre, les financements privés n'ont jamais été au rendez-vous pour compléter la construction économique. Voilà, le modèle économique. Aujourd'hui, donc, je le disais, vous êtes en Bretagne Sud, vous êtes à Rennes, et là, les projets, vous allez en présenter. On parlait du salon Revolution des 27 et 28 octobre prochains à Paris. Vous allez pouvoir présenter la projet qui s'appelle Ilias et qui est très intéressant. Je pense qu'il faut qu'on s'y attarde un peu parce que ça va passionner celles et ceux qui nous écoutent. C'est une préfiguration de ce qu'il est possible de faire à la fois dans un usage maritime de l'hydrogène renouvelable, mais aussi avec tout un écosystème terrestre. Oui, tout à fait. Alors, Ilias, c'est un peu l'aboutissement de toutes nos années d'expérience qu'on a depuis 2002 sur l'intégration des systèmes hydrogène et piles à combustible pour les navires. Ilias, si on le réalise, sera notre 5e intégration de système hydrogène piles à combustible sur des navires. On a travaillé sur l'Explorateur, on a travaillé avec l'ICAM de Nantes à l'époque sur le Moustache, on a travaillé sur le Navibus, on a travaillé sur oui, tout à fait. On a créé en 2002 le première intégration qu'on a fait avec l'école d'ingénieurs d'Yverdon en Suisse et l'intégration d'une pile à combustible sur un bateau de course. Et vous voyez, donc on a quand même beaucoup d'expérience derrière nous et aujourd'hui on travaille main dans la main avec les sociétés de classification et la DGITM pour faire évoluer la réglementation, évoluer les règles, on va dire, de fuel, de combustible à bord des navires, de telle manière à ce que demain, ça devienne quelque chose qui soit complètement acceptable et pour les autorités du pavillon et par les chantiers navals pour la construction de bateaux hydrogène. Alors, on va s'arrêter un instant sur la réalité de ce projet parce qu'il est très concret. Vous êtes en train d'élaborer un navire à passagers d'une capacité de 150 à 200 personnes, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le golfe du Morbihan. Pour le golfe du Morbihan dans un premier. Alors, on en est où de ce projet? Alors, aujourd'hui, on rend à la région Bretagne, qui est notre financeur, les études de détail, c'est-à-dire qu'on est arrivé très loin dans les études préalables à la construction. Si nous recevons le financement, la prochaine phase de financement, on pourra lancer les études d'exécution et la réalisation du... Vous avez déjà un chantier avec lequel travailler? Vous avez identifié des partenaires industriels? Pas encore. On travaille avec les chantiers bretons pour voir qui serait le plus apte à faire cette première réalisation. En tout cas, notre volonté est de aussi diffuser ce savoir-faire de l'intégration au niveau des chantiers et amorcer en tout cas cette filière de construction navale hydrogène en Bretagne. On part dans votre projet d'une feuille quasiment blanche où vous avez intégré toute l'expertise acquise au cours de ces dernières années. Le profil du navire, par exemple, il est déjà un petit peu connu ou vous allez vraiment, là aussi, innover? Non. Alors, on continue. Là, on avance pas à pas. Vraiment, on trace la route. Donc, chaque nouvelle étude, chaque nouvelle feuille de calcul est quelque part une innovation. Chaque débroussaillage réglementaire ou validation par les sociétés de classification de notre innovation est une avancée. Et pour le coup, ça se repose sur toute l'expérience qu'on a acquise depuis 2002 quand même. On ne partait pas de rien. On ne partait pas de rien, voilà.
on vous sent très prudent dans l'évocation de la concrétisation de ce projet, y compris, j'allais dire peut-être surtout sur l'aspect économique et financier. Vous parlez d'investissement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur, de l'enveloppe nécessaire pour mener à bien ce projet et le calendrier également qui est le vôtre pour sa réalisation, si tout va bien? Si tout va bien, si tout va bien, et en particulier, ce qui est quasiment le plus long à obtenir, c'est les financements. On pourrait mettre ce navire à flot dès mi-2023. Mi-2023. Oui, en obtenant, pour peu qu'on obtienne les financements très rapidement à partir de maintenant. Et le ticket, justement, le montant de l'investissement, il est de quel ordre pour qu'on ait une idée Alors, je ne vais pas vous donner les chiffres comme ça. Je vais vous dire les proportions. En gros, aujourd'hui, sur de l'innovation de ce type, des friches, hein, pour le coup, on est à 2,5 fois, 3 fois le prix d'un navire conventionnel diesel. Okay, mais ce n'est pas le seul investissement qu'on doit faire parce qu'il n'existe pas de station de ravitaillement en hydrogène. Et en fait, le gros travail qu'on a fait avec Morbihan Énergie, donc qui est le syndicat d'énergie du Morbihan, c'est de remonter l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique de telle manière à ce qu'à partir d'énergie renouvelable bretonne, on puisse fabriquer de l'hydrogène pas loin du navire, et ensuite avoir la station de distribution d'hydrogène Boracay. C'est ça, l'originalité, peut-être la singularité du projet Ilias, c'est cet écosystème à la fois terrestre et maritime. Enfin, on ne peut pas concevoir le navire sans imaginer les infrastructures terrestres qui vont l'alimenter. Complètement. Et c'est tout l'intérêt des projets actuellement dont Philippe a parlé précédemment, c'est qu'on crée des écosystèmes. Et la production d'hydrogène à partir d'énergie renouvelable locale permet au territoire de s'emparer de l'ensemble de la valeur énergétique pour leur économie. Voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien justement cette articulation, on pressent qu'il faut que les deux compartiments du jeu avancent à la même vitesse, c'est-à-dire que le développement du navire, mais aussi la partie terrestre. On en est où? J'ai l'impression que le navire, ça va vite. Terrestre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table. Non, je peux pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que le travail d'un syndicat d'énergie est un travail lourd. Il faut mettre l'ensemble des élus, l'ensemble des acteurs privés et publics d'accord pour arriver à élaborer un système de production, de distribution de l'énergie qui convienne à tous dans la mutualisation des usages. Vous voyez, ce n'est pas un petit travail. Nous, finalement, on est relativement à l'aise, on a un bateau à faire, une autorisation pile à combustible sur un navire. Aussi complexe que ça soit, on n'a que nous à driver. Mettre tout le monde d'accord autour d'un projet énergétique, c'est quelque chose. Et si je reviens au calendrier que vous nous annonciez il y a quelques instants, cet horizon 2023 pour le navire, est-ce qu'on peut imaginer que les infrastructures terrestres seront à peu près prêtes également dans les temps? Ouais, il y aura Oui. Le travail se fait de front, en parfaite symbiose, et oui, je suis confiant dans le fait qu'on puisse disposer d'hydrogène à ce moment-là. Alors, je me tourne vers celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on peut faire apparaître le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui vous sont adressées. Olivier Ticose. Ou non? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, me dit-on. Alors, n'hésitez pas, il suffit d'utiliser la barre de discussion. Vous savez faire ça très bien. Si vous avez d'autres questions, des points particuliers. Une dernière question peut-être avant de poursuivre le tour de table sur vous avez évoqué justement la nécessité de faire évoluer la réglementation et de créer même les bases d'une réglementation qui n'existe pas encore. Quels sont les éléments les plus sensibles? C'est l'aspect de la sécurité de l'hydrogène embarqué, c'est la capacité de chargement. Il y a des points particuliers qu'il faut être tout à fait, il y a des points clés. En gros, 3 points. Le premier, c'est déjà
le fait de pouvoir installer de l'hydrogène à bord d'un navire. Aujourd'hui, les textes disent tout combustible avec un point éclair inférieur à 55 degrés sont interdits à bord des navires, hein, ou de navigation intérieure ou de mer. Donc, en théorie, ce n'est pas possible. Donc, en théorie, dans l'état actuel de la législation. Seulement, on a quand même prévu le coup en marine, on a toujours innové. Hein, donc, on peut innover, mais du coup, ça, deuxième point, oblige à exécuter une démarche qu'on appelle d'alternative design. Hein. Et là, il faut un tiers observateur, qui en l'occurrence est une société de classification, qui va valider l'ensemble de notre démarche par analyse de risque continue sur l'ensemble du projet. Sur les travaux que vous menez actuellement. Exactement. Alors là, Veritas, etc. C'est ça. Et là, je peux vous dire qu'on... Mais en même temps, ça permet d'élaborer les nouvelles réglementations de construction de navires. Et d'ailleurs, le Bureau Veritas va sortir sa première note réglementaire de construction de navires à hydrogène dans les mois qui viennent, prochaines semaines même. Et troisième point, et la troisième chose, c'est comment dire, l'acculturation de l'ensemble des acteurs autour du projet, l'acculturation vraiment, et l'acceptabilité et la compréhension du combustible alternatif. Donc là, il y a de la pédagogie à faire. C'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui en partageant avec vous sur tous ces projets passionnants. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt dans les mois qui viennent, parce qu'on sent bien que le meilleur est à venir dans ce que vous nous exprimez là. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Je me tourne. Non, toujours pas. N'hésitez pas. On pourra les prendre aussi tout à l'heure. On va poursuivre avec Yannick Billan, qui est en direct depuis Belz dans le Morbihan. Bonjour Yannick, vous êtes le dirigeant du chantier Bretagne Sud. Donc là, on est chez un constructeur de navires, un industriel. C'est un chantier d'une trentaine de salariés, mais avec des jeunes salariés. Vous me disiez, lorsqu'on a échangé pour préparer ensemble cette rencontre, que la moyenne d'âge chez vous, c'était 31 ans. Et du coup, c'est peut-être une appétence particulière aussi pour l'innovation qui caractérise Chantier Bretagne Sud. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi un chantier comme le vôtre s'intéresse à l'énergie hydrogène renouvelable appliquée à la propulsion maritime. Mais vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, parce que vous avez remporté il y a quelques années un appel d'offres, vous allez pouvoir nous en parler, et là vous êtes en train de faire évoluer les choses, et on rentre aussi, comme l'expliquait Olivier Ticos il y a quelques instants, on rentre dans le concret très, très prochainement du côté du chantier Bretagne Sud avec vous, Yannick. Oui, bonjour à tous. En préambule, pour moi, c'était important de remercier BDI et l'équipe de Philippe, parce qu'en fait, effectivement, la thématique de l'hydrogène, ce que fait BDI, c'est d'arriver à travailler en meute autour de l'hydrogène, de partager les expériences et surtout qu'on progresse tous mutuellement vers cette nouvelle voie pour la transition énergétique. Et sans cette énergie mise à disposition, sans cette énergie, je parle humaine, et le dynamisme de BDI, on n'arriverait pas à partager et à bien travailler ensemble. Donc effectivement, je vais évoquer ce qu'on fait sur l'hydrogène et surtout sur les bateaux électriques. Mais on est tous avec des zones, on est tous dans notre zone de compétences et l'objectif, c'est d'arriver à fédérer toutes ces compétences pour pouvoir servir les élus et les opérateurs qui vont exploiter ces bateaux et de pouvoir naviguer vers une nouvelle voie énergétique. Donc, pour moi, c'est important de remercier en préambule parce qu'effectivement, on est un chantier de 34 personnes. On fait partie d'un groupe de 300 personnes, mais voilà, on est un petit acteur dans le panel breton. L'idée, c'est surtout de partager nos expériences, nos difficultés aussi liées à l'hydrogène. Olivier, avec qui on collabore beaucoup, a déjà évoqué le contexte réglementaire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà, donc effectivement, on travaille. Notre métier, c'est d'intégrer des systèmes complexes
Cette photo, elle est amusante parce qu'on voit effectivement devant le bateau, devant le chantier, il y a des bateaux autonomes et il y a un bateau à hydrogène. Donc, ça permet de mutualiser qu'est-ce que sont nos compétences et d'être capable en fait d'intégrer des systèmes complexes, de travailler, de faire l'innovation collaborative et d'être capable voilà, j'aime bien le mot travailler ensemble et d'arriver à relever des défis avec les autres. Alors, les défis, justement, vous en avez relevé, hein, c'était en 2018 lorsque vous avez remporté cet appel d'offres lancé par Monaco, je crois, pour convertir des bâtiments électriques, c'est ça, C'est ça. On a, donc, l'objectif de ce bateau, c'est un bateau comité de course et pour l'observation des baleines. Donc, le bateau était électrique en premier lieu et devait passer à l'hydrogène. Et aujourd'hui, on est dans cette deuxième étape. Du passage à l'hydrogène. Donc, effectivement, depuis 2 ans, on est confronté à l'aspect réglementaire, à l'aspect où le diable se cache dans chaque détail, et surtout l'acceptabilité sociale et réglementaire de pouvoir mettre un bateau à hydrogène à quai dans des zones relativement complexes voilà, où il y a des personnes, il y a du public qui passe à côté d'autres bateaux. Donc, on a effectivement l'aspect réglementaire et on a aussi l'aspect sécurisation avec les pompiers pour appréhender les nouveaux risques liés à cette installation. Pour qu'on comprenne bien, justement, pour qu'on comprenne bien, Yannick, la maîtrise technologique de la propulsion, c'est pas le principal problème. Vous savez faire ça. Ce qui semble compliqué à vous entendre, et c'est un petit peu ce que nous disait Olivier aussi, c'est toute l'intégration dans le paysage économique industriel de ces nouvelles propulsions, avec une réglementation qui reste un petit peu à écrire. Mais sur le plan technique, vous avez résolu la plupart des enjeux qui se posaient à vous? Effectivement, sur les enjeux techniques, pour moi, ils sont de 2 ordres. D'abord, un bateau à hydrogène, c'est un bon bateau électrique. C'est un bon bateau électrique. Et l'enjeu de concevoir et de fabriquer un bateau électrique sont aujourd'hui, en fait, on a du retour d'expérience sur plus de 5 ans de ces bateaux électriques. On n'utilise pas un bateau électrique comme on utilise un bateau thermique. On ne conçoit pas un bateau électrique comme un bateau thermique. C'est pas les mêmes usages, hein. C'est vraiment l'usage, de communiquer sur l'usage de ces bateaux électriques. Après, l'hydrogène, c'est comment ces électrons sont apportés à ce moteur, à cette énergie du bord. Et aujourd'hui, on est dans cette étape que beaucoup d'interlocuteurs autour de la table maîtrisent bien mieux que moi. C'est comment ces électrons sont apportés en toute sécurité auprès des utilisateurs. C'est effectivement sur l'intégration des piles à combustible, l'intégration des réservoirs. Ça, c'est comme l'expliquait Olivier Ticot, aujourd'hui, ça, on sait le faire via le contexte réglementaire. Ce que j'aime beaucoup effectivement dans ce débat aujourd'hui, c'est vraiment le mot écosystème. C'est comment on recharge à quai, comment on fait ce transfert du quai vers le bateau et comment cet hydrogène est amené bord à quai. Et d'imaginer vraiment la chaîne globale. On a déjà utilisé 2 fois le mot de comment on produit cet hydrogène. Et c'est à mon sens un des gros enjeux qui va arriver là dans les prochaines années, c'est comment peut-on produire de l'hydrogène vert et moi, je milite énormément pour que ce soit l'hydrogène bleu et que toutes ces énergies renouvelables dont on dispose en mer soient utilisées. Il y avait les assises de la mer, il parlait de transition et SEA. Et je trouvais intéressant parce qu'en fait, ça peut passer l'énergie
on profite d'énergie énorme en mer, et ça peut très bien être une source de production d'hydrogène incommensurable pour ces bateaux. Voilà, en gros, pour répondre à la question, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu de concevoir un bateau à hydrogène, il est quasiment acquis aujourd'hui. C'est vraiment comment on, on réalise l'écosystème qu'est et distribution d'hydrogène. Voilà, Alors justement, sur cet aspect-là, qui est tout à fait essentiel, on l'a bien compris dans vos propos, Yannick Bihan, quel rôle vous pouvez jouer, vous, Chantier Bretagne Sud? Est-ce que vous êtes déjà prêt peut-être à participer à des expérimentations locales, territorialisées, de proximité dans votre zone d'activité? Il y a des possibilités là, très concrètes. On a vu la carte tout à l'heure de BDI avec Philippe Desrobert qui nous montrait tous les projets, et il y en a encore d'autres à venir. Peut-être qu'il y en aura d'autres auxquels vous allez participer? Oui, il y a un sujet qui nous tient tous à cœur dans l'entreprise, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène, en fait boraqué. Ce qu'on voudrait arriver à faire en 2022, c'est de créer une barge équipée de 2 hydroliennes et de panneaux solaires. Qui sont aujourd'hui nos métiers et nos réalisations, et d'avoir un conteneur de fabrication d'hydrogène à partir de cette électricité, de stockage et de distribution. Donc voilà, d'arriver à... flottante au plus près des besoins, en quelque sorte, hein, dans le port, immédiatement, bord à quai. Voilà, je pense que ça permettrait de faire des boucles de consommation locale qui seraient, je pense, intéressants. Alors, effectivement, c'est des projets. Je pense qu'on va être dans une multitude de productions d'hydrogène. On n'a pas la solution pour produire de l'hydrogène de masse aujourd'hui, et je pense qu'il faut de nombreuses initiatives pour arriver à combler ce besoin d'hydrogène. Voilà, quand on sait qu'en 2030, nos besoins en Europe vont doubler pour 2030 en électricité, l'hydrogène est une source de consommation. Donc, il va falloir qu'on multiplie les initiatives pour arriver à produire de l'hydrogène vert, bleu, on l'espère, pour répondre à cette question de consommation locale. Et voilà. Donc, plusieurs chantiers de front, en quelque sorte, un chantier technique, mais on entend dans vos propos que ce n'est pas forcément le plus difficile à maîtriser, car les compétences sont là. Un chantier réglementaire pour faire évoluer la réglementation et lui permettre d'accepter cette nouvelle forme de production d'énergie dans un environnement professionnel, portuaire, urbain, etc. Et puis, un enjeu financier, parce qu'il va falloir quand même apporter les fonds nécessaires à financer tous ces développements et ce déploiement. Et là-dessus, il y a aussi des discussions et des travaux dans le pipe. On ne peut pas trop en parler, c'est un peu confidentiel, je crois. Oui, tout à fait. Il y a des éléments qu'on peut pas encore communiquer. Mais effectivement, on a plusieurs projets de front sur des navires à passagers dans les dom-toms. On a aussi la logique des ostréiculteurs avec des barges électriques qui veulent à terme passer sur l'hydrogène. Il y a un élément, c'est une anecdote, mais on est chantier naval, on doit délivrer entre 140 et 150 bateaux de toute taille tous les ans. C'est la première année où on a vendu plus de moteurs électriques que de moteurs thermiques. Donc, c'est un signe. Voilà, sur 10 ans, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que jusqu'à il y a 3-4 ans, on ne vendait pas de moteurs électriques. Aujourd'hui, on a passé ce point mort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend plus de moteurs électriques que de moteurs thermiques. Pour des usages professionnels. C'est pour des usages professionnels. C'est ça, sur des petites unités en majorité.
mais ça prouve bien qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas juste dans la communication, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et il y a des vraies décisions d'achat de bateaux, de Dans une servitudes logique décarbonée. en électrique. Donc, à nous maintenant d'imaginer comment passer de cette solution électrique à une solution hydrogène, y compris dans les petites puissances. Et ça, c'est tout l'enjeu des travaux en cours. Je me tourne vers vous pour aller consulter le chat. Je n'ai pas vu de questions, mais vous pouvez toujours poser des questions ou réagir à ce propos. Peut-être une réaction justement à ce qu'on vient d'entendre, Olivier Tikos. Ce point de bascule là dont nous parle à l'instant Yannick Billan, plus de moteurs électriques que de moteurs thermiques dans les commandes du chantier Bretagne Sud, ça vous surprend pas? Non. Non, absolument pas, parce que aujourd'hui, tous les traités internationaux, toutes les directives européennes vont dans ce sens-là et impactent directement nous, en tant qu'acteurs de la filière maritime, et complètement en phase avec tout ce que vient de dire Yannick. Là, aujourd'hui, par exemple, vous avez les zones à émissions contrôlées au niveau international, donc ce n'est pas seulement les côtes françaises, c'est l'ensemble des côtes européennes qui vont être impactées. Vous avez les directives sur les émissions au niveau de la navigation intérieure qui font qu'aujourd'hui, vous ne pouvez quasiment plus installer un moteur diesel conventionnel en construction navale intérieure. Vous avez également toutes les directives qui vont sortir sur le coût du carbone, qui va ramener les coûts de carbone qui aujourd'hui sont des externalités négatives, vont les ramener dans les bilans des entreprises et des organisations, et puis tout ce qui va derrière au niveau de dégradation due au climat, qui vont impacter très lourdement ne serait-ce que les littoraux, quoi. La taxonomie européenne, dont on parle beaucoup ces temps-ci, elle va dans ce sens. Elle va complètement dans ce sens-là, et aujourd'hui, vous avez des filières entières qui se retrouvent en gravité nulle, quoi. Ils sont là, ils ont un peu en vol hyperbolique, ils ne savent plus où ils sont. On voit l'ingénieur qui parle là. Ah oui, c'est assez impressionnant, hein, et c'est aujourd'hui tous les décisionnaires qui mettent en jeu ces énergies. Yannick a pris avec le chantier de Bretagne Sud a pris le bon pli très rapidement, mais aujourd'hui il y en a, ils ne savent plus. Ils ont en fait cette énergie alternative, laquelle prendre, comment on fait. Voilà, c'est les problématiques aujourd'hui de l'industrie. Alors, j'ai une question de ma consoeur de la tribune, Pascal Paoli-Lebailly, qui vous demande: est-ce que les solutions électriques représentent un coût supplémentaire par rapport au diesel pour les professionnels qui s'équipent? Est-ce que Yannick peut-être peut répondre? Il y a Yannick. Vous avez entendu la question? Est-ce que les solutions électriques représentent un coût supplémentaire? Et si la réponse est oui, ce qu'on imagine assez bien, de combien? C'est une question qui est simple je vais essayer de parler sur des bateaux simples pour vraiment apporter. Pourquoi des bateaux simples? Parce que aujourd'hui, c'est des produits qui sont récurrents, qui fonctionnent bien. Un bateau de servitude portuaire thermique, on est autour entre 40 et 50 000 euros. Passer à une solution électrique, c'est 70 à 75 000 euros. Voilà, ça donne le surcoût associé à une solution électrique. On peut imaginer, on peut parler de coût global de possession qui est extrêmement important, mais il y a surtout, on parlait des accords de Paris. Aujourd'hui, chaque collectivité doit se mettre en accord par rapport à ces accords de Paris, et à chacun, à notre petite échelle, on doit réussir à déployer des solutions, y compris dans l'électrique. Donc le surcoût aujourd'hui, il est pas, je le trouve sur des petits bateaux, je le trouve acceptable, surtout au regard du coût global de possession qui, très vite, au bout de 3-4 ans, permet de compenser le bilan carbone. J'espère que ça le bilan carbone et réduire le poste carburant aussi, évidemment. Tout à fait.
Donc, il faut avoir une logique globale, une analyse complexe de tous les coûts associés, hein, pas simplement le coût de l'installation du moteur. Tout à fait. Ok, je ne sais pas si la réponse correspond à la question. Un complément avec Olivier? Oui, juste pour compléter ce que disait Yannick. En fait, effectivement, ce qu'on appelle le CAPEX va être plus important. Par contre, les coûts d'opération, les maintenances, tout ce qui va faire ces coûts-là vont normalement diminuer. Je dis normalement parce qu'il y a eu quelques expérimentations malheureuses, mais maintenant, avec des bateaux comme ceux que construit Yannick, c'est assuré, quoi. Il y a pas de problématique. Et le retour sur investissement, il se calcule sur combien de… Un navire, quand on prend un navire, on le fait pour 10-15 ans. C'est pas juste maintenant. C'est pas une voiture, quoi. Il faut avoir tout son cycle de vie. Et alors, quand on parle de cycle de vie, si on rajoute le carbone dans le cycle de vie, la déconstruction du navire et de son système électrique vont être moins polluants que ce qu'on avait sur le cycle de vie des moteurs conventionnels. Tout ça, ça se chiffre. Vous êtes capable. On est complètement là-dedans. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au niveau hydrogène, 5 ou 3 fois le prix d'un navire conventionnel, diesel. C'est le premier. Hein. Quand on arrive en 3e, 4e de la série, on n'est plus du tout à ces prix-là. On est dans les prix la surcote qu'a indiqué Yannick. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on paye tous les coûts d'études, tous les coûts de développement, tous les coûts de mise en sécurité et d'installation, en fait, de l'énergie alternative. Mais ça s'amortira évidemment sur la série. Sur la durée, ça s'amortit. Et puis attention, ce que l'on dit avec Yannick aussi, c'est aujourd'hui, vous prenez un bateau zéro émission, vous dérisquez son exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en navigation intérieure, la directive EMNR étant en action, ça veut dire que, OK, vous faites un investissement aujourd'hui qui vous coûte, entre guillemets, peu cher par l'achat d'un moteur conventionnel, mais quid dans 5 ans, dans 7 ans, quand les directives vont être pleinement appliquées, un bateau neuf, vous allez peut-être être obligé de le ferrailler parce que vous n'aurez plus le droit de l'exploiter. Donc ça, c'est vraiment important à partager. Merci pour ce point de vigilance. Quand on n'est pas effectivement dans le secteur, parfois on ne maîtrise pas toute cette vision-là. Alors, je me tourne vers vous, hein, Bruno Paris. Vous êtes effectivement vice-président de Lorient Agglomération en charge de la transition écologique. On a entendu parler depuis le début de ce webinaire de l'importance des écosystèmes et du dialogue entre le public, le privé, les élus. À Lorient, vous êtes au cœur de ce projet-là et plus qu'au cœur, puisqu'il y a vraiment des initiatives très concrètes sur lesquelles vous êtes positionné, avec une enveloppe et un effet levier assez significatif. Hein. On parle de plusieurs millions d'euros et surtout sur plusieurs compartiments du jeu. Il y a du maritime, il y a du terrestre. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu l'état des lieux de la situation ? Donc, on est parti dès le début avec le président Loer. C'était une promesse de campagne de se lancer sur l'hydrogène. Donc, 2020, mi-2020 et même en mi-2020, on ne parle pas beaucoup d'hydrogène dans le débat politique municipal et de territoire. Et voilà, c'est quelque chose qu'on portait et on a voulu, dès en arrivant aux affaires, finalement, commencer à travailler sur l'écosystème territorial. Alors, savoir un écosystème territorial, c'est un certain nombre de mailles. Hein. La maille, évidemment, usage, parce que nous sommes propriétaires Lorient Agglomération de bus et de bateaux, Transrad. Comme l'a dit Olivier, comme l'a souligné Yannick aussi, hein, il y a de la production. Comment faire ? Comment obtenir de l'hydrogène vert ? C'est vraiment notre objectif. Les infrastructures, parce qu'à vouloir aller sur l'hydrogène, il faut aussi créer les infrastructures sur le territoire. Mais pas que. Il y a la formation qui nous intéresse. Et tous ces éléments-là, justement, c'est le cœur de votre domaine. Le développement. Voilà, donc on a voulu effectivement aller au-delà et on s'interroge même sur la certification. C'est-à-dire qu'on voudrait bien que sur le territoire de Lorient Agglomération existe un moyen, un dispositif, une structure qui puisse, pourquoi pas, certifier un certain nombre de marins, futurs marins, hein, sur l'hydrogène embarqué, parce qu'il y aura évidemment des compétences particulières. Une évolution réglementaire
Je pressens qu'il y aura une obligation réglementaire qui sera faite aux intervenants en Il y aura des brevets particuliers. Voilà. Comme on le fait pour le froid industriel, pour la manipulation des fibres, par exemple, il faut une certification et je pense qu'elle viendra assez rapidement. Et le territoire de Lorient serait plutôt candidat pour être partenaire. Vous êtes candidat en tout cas à un appel à projet national d'envergure. Et alors pour l'instant, on attend les résultats. On attend. On a été dans la première boucle de sélection, on a été retenu. Donc c'est plutôt un bon signal. Et je pense qu'on aura les résultats courant novembre. On rappelle ce qu'il y a dedans dans cet appel. Vous allez transformer un bateau électrique en bateau hydrogène. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est un appel à projet national qui a été élaboré par l'ADEME. Le principe est de justement partir sur la notion d'écosystème territorial. Et donc, nous devions trouver des partenaires qui sont en capacité de produire de l'hydrogène, de distribuer l'hydrogène et d'utiliser l'hydrogène. Donc, utiliser l'hydrogène. Ça, c'est vous. Nous, voilà. Distribuer l'hydrogène, Morbihan Énergie, et Olivier Tikos les a. Le syndicat départemental d'énergie. Le syndicat départemental qui est lancé d'assez longue date dans cette prospective hydrogène et qui a des compétences en la matière. Et des réalisations déjà à son actif. Exactement. Et puis un producteur, et le producteur. C'est Life. Il a inauguré il y a quelques jours sa première unité de production à Bois en Vendée. Exactement. Donc Life est embarqué dans cette réponse en disant qu'ils y travaillent depuis un certain temps aussi, puisqu'ils ont créé une espèce d'enveloppe qui s'appelle le Vigo. Vallée Hydrogène Grand Ouest. Ça. Vallée Hydrogène Grand Ouest, c'est exactement ça. Je vois que vous êtes documenté entre-temps, parfait. Ils ont une promesse sur leur site internet. Oui, ils disent toute PME, toute collectivité du Grand Ouest se situera à moins de 100 km d'un site de production d'hydrogène renouvelable à moins de 8 € le kilo d'ici 2030. C'est écrit noir sur blanc. C'est la promesse en tout cas qui est prise par ce collectif, la Vigo. Donc sans révéler effectivement de grands secrets, mais on a déjà avancé sur la partie production. Il y a déjà un programme qui fait que notre objectif, c'est qu'on ait un bateau en service deuxième semestre 2023. Bateau Transrad, voilà, avec l'hydrogène qui va bien et avec la station sur le port de Lorient qui va bien aussi. 2 millions d'euros à peu près le projet Alors non, le bateau. Le bateau neuf, c'est 5 millions. On a mis 5 millions pour l'instant. On a projeté 2 millions d'euros pour un rétrofit d'un bateau électrique qu'on a déjà et qui est actuellement en cale sèche parce qu'en panne. Voilà, donc ça a été voté par le Conseil communautaire, ce budget de 7 millions d'euros pour ces deux bateaux-là. Mais à côté de ça, on se lance aussi dans un plan pluriannuel d'investissement sur le renouvellement de nos bus. Donc, on a 12 bus qui sont programmés jusqu'à 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, on devrait disposer, nous, de 12 bus hydrogène. L'investissement global, c'est à peu près bateau-bus, c'est 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour l'Orient Agglomération, avec des partenaires financiers, bien sûr. Ça va être entre 18 et 20 millions. Oui, donc c'est un engagement très fort de la collectivité. De subventions et d'aides à la public. Vous voulez devenir un petit peu territoire pilote sur ce sujet-là Alors, il ne s'agit pas, il y a beaucoup de territoires qui sont volontaires et tant mieux. Moi, je suis en charge de la transition écologique, donc ça me fait plaisir. Pas de concurrence, c'est ça. Non, il ne s'agit pas de se faire de la concurrence, il faut être complémentaire, et Olivier l'a dit, et là-dessus, c'est un peu le sens aussi de ce qu'on veut faire à Lorient. On a un technocampus qui se développe, on voudrait que, en plus des pépites qui existent sur Lorient, pour la formation, pour la recherche-développement. On a l'UBS avec des anciens chercheurs qui sont plutôt très bons sur la thématique, et l'idée, c'est de fédérer un maximum de petites entreprises. Coriolis Composite, qui est pas loin, qui pourrait vous apporter ces robots. Voilà. Coriolis travaille sur les réservoirs hydrogène, et donc ils sont en phase de les faire valider. Mais l'idée, c'est de créer une dynamique autour du vecteur hydrogène. C'est quelque chose d'historique, l'hydrogène, parce qu'un territoire est en capacité de se réapproprier une capacité de production d'énergie locale. C'est un truc de dingue. On ne l'imagine pas. C'est un truc de dingue, et c'est un projet politique aussi. Alors, un projet politique. Évidemment. Oui, dans la politique de la transition écologique, on peut être actif, et après tout, il faut que chaque territoire s'engage, même en France, et même sur des territoires comme le nôtre. Et derrière, il y a aussi une structuration économique
C'est-à-dire que… Il y a des emplois. Moi, je ne déconnecte pas la transition écologique de l'économie. Voilà, c'est pas antinomique. Hein. Derrière, il y a effectivement des emplois. Le fait aussi de pouvoir offrir à nos jeunes qui se forment sur le territoire lorientais de pouvoir aussi trouver localement de l'emploi en correspondance avec leur formation. Il va y avoir des filières dédiées justement à l'apprentissage de cette technique, de cette technologie H2 renouvelable sur le territoire lorientais. On s'est entendu avec l'UBS pour qu'en licence professionnelle, il y a une licence professionnelle qui s'appelle M2D2, hein, donc maîtrise de l'énergie, l'environnement et développement durable, qui existe depuis de nombreuses années. Hein, je crois que l'ouverture c'est 2004 et à la rentrée 2021, ils ont modifié leur cursus de formation, ils ont intégré des contenus hydrogène. On est en échange avec l'ENSIB, l'école d'ingénieurs de Lorient, en Bretagne Sud, pour qu'effectivement ils embarquent des contenus hydrogène. Et d'ailleurs, ils sont en train de déposer des demandes de permis de construire pour construire des plateformes de TP, enfin de travaux pratiques aussi. Hein, d'expérimentation. Un tracker solaire avec un électrolyseur, etc., pour que les étudiants ingénieurs puissent se familiariser assez rapidement avec le vecteur hydrogène. Vous parlez des jeunes, justement, des jeunes générations. Vous sentez une appétence particulière de leur part à l'égard de cette transition énergétique? Globalement, oui. Enfin, il y a effectivement nos jeunes s'intéressent au changement climatique, mais il y a une petite déconnexion. Hein. Je suis enseignant, j'ai des étudiants. C'est ça que je vous pose la question. Une déconnexion entre vous les connaissez bien. La volonté d'aller vers un monde meilleur, plus propre, et la réalité de dire oui, mais pour y arriver, il faut mettre les mains sous le capot, quoi. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de jeunes qui intègrent des filières technologiques, dont des jeunes femmes. On a besoin vraiment de beaucoup de jeunes dans les filières technologiques parce qu'il ne suffit pas de faire des vœux pieux, il faut les concrétiser, les réaliser, disposer de connaissances technologiques et économiques et autres. Hein. Il n'y a pas que des techniciens et des ingénieurs qui sont nécessaires dans la filière d'hydrogène, mais il faut que les jeunes s'ouvrent aussi à la nécessité, à un moment donné, de mettre les mains. Il y a un message là, qui est passé. Oui. Le calendrier, justement, qui est celui de Lorient Agglomération, à cet égard, vous m'avez indiqué quelques rendez-vous. Le fameux appel d'offres national dont on parlait, vous attendez le résultat novembre, j'espère, novembre 2021. De cette année, donc dans un mois, le mois prochain. Donc on va être rapidement fixé. Hein. Alors, on a aussi répondu à l'appel à projet régional. Hein. Et donc, on espère aussi que la région va venir soutenir nos projets. Voilà, donc on est à l'écoute et on a beaucoup de sollicitations de porteurs privés. Et quand je dis privé, c'est privé-privé, c'est-à-dire qu'ils ne sollicitent aucune subvention publique. Ce qui voudrait dire que si, par malheur, l'appel à projet ne vous était pas favorable, vous pourriez quand même avancer dans toute cette voie? Pas tout à fait. Dans ce sens-là que je voulais l'énoncer, c'est dans la production d'hydrogène, dans la distribution d'hydrogène, il y a des acteurs privés qui sont là et qui veulent du foncier, qui veulent un réseau électrique disponible en appoint de leurs énergies renouvelables, et ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Sauf que, effectivement, le foncier, il est ce qu'il est, le foncier économique, hein, les ressources en eau, parce qu'il faut quand même beaucoup d'eau. Donc, la voie que je crois énoncé Yannick Bian, et si vous avez suivi la conférence de presse de LIFE, je pense que une grosse partie de l'hydrogène va être produit en mer. C'est vraiment mon espoir. Il y a un gisement, là. C'est vraiment mon espoir parce qu'il y a une double… Et si vous avez bien écouté Mathieu Guénet, qui est le président fondateur de LIFE, il y a aussi un effet qui est assez intéressant, c'est l'oxygène. Qu'est-ce qu'on en fait en mer? On peut l'injecter dans l'océan. Et comme on parle d'acidification des océans, les coraux vont retrouver des couleurs. Ça reste à étudier, ça reste à développer, mais l'idée, c'est de dire, tiens, et en plus, si on contribue à oxygéner un peu localement qui sont à proximité des plateformes, et ben, ça peut-être aider aussi à régénérer local. Hein, et voilà. Donc, il y a des beaux challenges. Approche écosystémique, là encore. Hein. Oui. Je me tourne vers vous, derrière vos écrans. Y a-t-il de nouvelles questions sur la démarche pilotée par Lorient Aglo
Bien, je n'en vois pas pour l'instant. Si, au-delà de Lorient, c'est toujours Pascal Paoli qui nous pose la question, au-delà de Lorient, quelles sont les autres agglo-bretonnes qui investissent dans le domaine de l'hydrogène? Les différents acteurs territoriaux travaillent-ils ensemble ou chacun développe-t-il son projet de son côté? Ça, c'est peut-être une question pour Philippe Desrobert, chargé de mission hydrogène renouvelable chez BDI. Hein, la comparaison. Alors, effectivement, quand on parle d'écosystème, l'objectif de la région, c'est 8 boucles écosystémiques terrestres et 3 boucles portuaires et maritimes. Sans dévoiler trop de secrets, on a quasiment aujourd'hui au moins 11 collectivités locales minimum qui sont en dynamique. Toutes ne sont pas à des niveaux de maturité, d'avancement de projet que Bruno a expliqué pour Lorient. Lorient est un peu en avance de phase de ce point de vue, de ce que vous observez, Philippe. Alors, l'honnêteté voudrait dire que Lorient est très en avance. Vannes est très en avance. Hein. On a parlé d'IGAS, mais évidemment, on a la station Michelin opérationnelle à côté de l'usine, qu'il soit décembre, soit janvier. On parle toujours comme acteur essentiel Lorient Énergie. Mais on a des dynamiques sur Redon très fortes qui vont arriver dès 2022, on va le voir. Donc on est. On en a parlé dans le webinaire précédent. Ouais, on est aux confins de 2 départements, 3 départements de région, c'est très intéressant. On a Saint-Malo qui bouge, on a Brest qui bouge, on a Rennes qui bouge également, on a Saint-Brieuc qui essaye d'avancer aussi très vite. Et après, on peut même parler de Centre-Bretagne, on peut parler de Loudéac par exemple, et d'autres villes moins grandes et moins connues. Non, c'est tout un écosystème qui avance, pour certains depuis des années, mais effectivement à des vitesses plus ou moins rapides. Hein, parce que mais là, on arrive quand même à un momentum où les projets vont se concrétiser. On va vite voir dans les années à venir tout ça bouger très très vite, mais à des niveaux d'avancement différents. Est-ce que tout ce monde-là se parle? C'est un peu notre job à nous. Donc évidemment, normalement, on crée les cadres pour que les gens échangent. Mais les élus ne nous attendent pas pour échanger entre eux, les services techniques ne nous attendent pas pour échanger entre eux. Et on sent vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas de compartimentage sur la région par rapport à ça. Et c'est à tout le monde d'échanger, de partager. Alors de temps en temps, très clairement, hein, il y a des concurrences sur les usages. Au sein d'une même boucle, on a des concurrents dans les énergéticiens, sur les usages, etc. Mais tout ce monde-là, grâce aux appels à projets nationaux et régionaux, eh bien, il y a des choses très rapidement qui vont se s'écrire. À travailler ensemble. Tout à fait. Et l'autre question? L'autre question, il y en avait 2. Je veux bien qu'on remonte. L'eau de mer, je crois que c'est Cyril qui la pose. L'eau de mer doit-elle être traitée, c'est-à-dire dessalée, pour être utilisée dans le cadre de l'électrolyse? Et puis, un complément, quid de la ressource en eau en général pour l'ensemble des projets quand on sait à quel point cette question de la ressource en eau est cruciale de manière générale? Alors, là, sur l'eau de mer, j'ai bien envie de me tourner vers Olivier puisque je ferai une réponse, à mon avis, assez globale, peut-être pas assez pointue, donc tu peux peut-être répondre dessus. Sur la ressource en eau, c'est une vraie question. On a des projets qui la traitent, hein, quand on parle de l'eau de mer ou de château d'eau sur le projet H2 au fil de l'eau. Alors, c'est vrai que ça pose un problème parce qu'en Bretagne, on n'a pas d'eau, hein, il ne pleut jamais. Donc, on a quelques problèmes. Non, stress plus sérieusement, c'est une préoccupation, mais on sait qu'on a quand même plus de chances en Bretagne de la résoudre à peu près correctement avec la mer, les cours d'eau, etc. Donc, alors, faut-il désaliniser l'eau de mer pour l'électrolyse, Olivier? Sur les outils actuels, oui. C'est-à-dire que sur les électrolyseurs actuels, il faut dessaler l'eau de mer pour pouvoir obtenir en masse de l'hydrogène. Vous pouvez toujours faire une électrolyse directe de l'eau de mer, mais vous allez sortir majoritairement du chlore et non pas de l'oxygène. Donc, vous aurez un duel hydrogène-chlore et alors qu'on souhaite plutôt hydrogène-oxygène. C'est pour ça qu'il faut désaliniser. Mais avec la plateforme de recherche qu'on développe sur Lorient, c'est un point qu'on va étudier de très près. On va essayer d'aller voir un peu. On a travaillé un petit peu avec Solvay sur les électrolyses de Saumur. Il peut y avoir des choses assez intéressantes. Assez confiant. D'ici quelques années, je vous répondrai, mais on a quand même un peu de recherche et de développement à faire. Ouais. D'accord, merci beaucoup. On arrive presque au terme de ce webinaire qui était censé durer 1 heure. Est-ce qu'il y a une dernière question de votre part que nous pourrions poser à notre panel? S'il n'y en a pas, moi j'en ai une, évidemment, mais je ne peux pas vous priver du plaisir de la question.
Alors, le temps que peut-être une dernière question arrive, j'aimerais demander à chacun de nos trois intervenants, peut-être en guise de conclusion, d'un mot, ils puissent nous orienter, nous éclairer sur la prochaine étape de leurs travaux, puisqu'on a compris qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient en cours simultanément. On est à la fin de l'année 2021, on a l'impression que 2022 et encore mieux 2023, il va y avoir la concrétisation de beaucoup d'événements. Peut-être chacun d'entre vous, alors je ne sais pas si Yannick est encore avec nous, je ne vois plus son image à l'écran. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, j'entends 5 sur 5, c'est juste que on m'a coupé ma caméra. Vous avez coupé votre caméra, ça c'est pas mal. En tout cas, on vous entend très bien, effectivement. J'entends 5 sur 5. Parfait, fort et clair, comme on dit. Et donc, peut-être, oui, la prochaine étape pour Chantier Bretagne Sud, l'actualité des prochains mois, c'est quoi? Les prochains mois, effectivement, il y a la mise en route du catamaran hydrogène. Ça, c'est le premier, c'est la priorité 1 du chantier. La P2, c'est effectivement d'être capable de réaliser une démonstration de production d'hydrogène à partir d'une barge boraquée. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et la troisième, c'est effectivement le dossier qu'on a dans les DOM-TOM sur des bateaux à passagers à hydrogène. Bon, trois chantiers, 3 dossiers qu'on pourra donc suivre au fil de l'eau, sans mauvais jeu de mots, en revenant vers vous dans les prochains mois et prendre des nouvelles du chantier Bretagne Sud. Merci beaucoup Yannick Billon. Même question pour vous, Olivier Tikos, chez Alta Torda, qui est le nom du petit pingouin. Hein, c'est pour ça. C'est ça, c'est le nom du pingouin Torda, oui. Alors, deux axes. Au niveau ingénierie, les motorisations de forte puissance. Au niveau du naval, là, projet Ilias, 250 kW, on a des projets aujourd'hui avec des visions jusqu'à 6 MW. Et puis, de l'autre côté, côté terrestre, les engins de forte puissance, et en particulier les engins destinés au BTP et génie civil, qui vont être un enjeu énorme dans les tout prochains mois. Et puis enfin, côté formation, puisque ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, Bruno l'a dit. Alors, côté ingénieur et doctorant, on a déjà amorcé les choses avec l'UBS à Lorient et l'NCBS. Mais maintenant, ce qui nous est demandé, c'est au niveau de... qu'est-ce qui est la phase d'approbation des opérateurs de technologie de l'hydrogène? Ça nous est demandé par des grands groupes industriels français et on est en train de mettre en place des modules de formation pour l'approbation des opérateurs devant manipuler des équipements hydrogène. Ça, c'est très concret et ça va permettre le déploiement de ces reconnaissances techniques. Ah bah oui, là, Yannick va en avoir besoin pas plus tard que dans quelques mois. Moi également, plusieurs de nos industriels partenaires qui mettent en jeu des équipements d'hydrogène vont en avoir besoin assez rapidement. Aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement développé, on va dire, le cursus au niveau des systèmes ou des écoles d'ingénieurs ou des écoles de formation professionnelle, mais tout ça va se mettre en place et nous, on sera là pour pouvoir aider au développement de ces techniciens. À suivre donc. Merci beaucoup. Puis la dernière question, la même pour vous, Bruno Paris. On a compris qu'à Lorient Agglomération, il y avait beaucoup d'initiatives dans le champ de l'énergie hydrogène renouvelable. On attend évidemment le résultat de l'appel à projet national le mois prochain, si j'ai bien suivi à peu près. Et puis 2022 et 2023, les concrétisations de réalisation tant terrestre que maritime. C'est ça, c'est un peu l'objectif. Et un point sur lequel, quand même, on doit, nous, collectivités et élus, en tout cas, travailler, c'est sur l'acceptabilité du grand public, parce que l'hydrogène, on aura des difficultés si, effectivement, on ne dispose pas suffisamment de sources d'énergie renouvelable. Or, par exemple, un parc éolien offshore comme celui de l'AO5, et ce qui pourrait suivre, est stratégique en matière territoriale. Et ça, effectivement, je ne suis pas toujours certain que nos concitoyens sont conscients
Donc il y a de la pédagogie à faire aussi pour expliquer la cohérence d'ensemble du projet. Ce travail-là à faire en parallèle. C'est un travail général sur la transition écologique, c'est aussi l'accompagnement au changement climatique. Pour le pédagogue que vous êtes, ça ne va pas lui déplaire que de faire ce travail. Mais ça me plaît énormément. Mais il faut qu'effectivement, je pas sous-estimer. Disposer d'une équipe. J'ai une équipe assez bien formée et qui fait un travail déjà remarquable là-dessus. Mais ça sera aussi un enjeu d'accompagnement du grand public parce qu'il y a des questionnements forcément en matière de sécurité. Des craintes. Voilà. Le changement d'usage, il n'est pas automatique, il n'est pas si simple que ça. Ça démarre, on commence à avoir une tendance. Et Yannick le signifiait avec le fait que maintenant il a plus de commandes en bateau à moteur électrique qu'à moteur thermique. Je pense, et j'ai cru lire que les constructeurs automobiles aussi, finalement, voyaient un peu leur vente décoller de ce côté-là. Et je pense que dans le milieu maritime, il y aura aussi une nécessité, et on poussera, de toute façon, la réglementation européenne et nationale va pousser dans ce sens-là, donc je pense qu'il y a un réel marché. C'est le moment d'embarquer, sans mauvais jeu de mots. C'est pour ça que l'Orient peut exister à son niveau sur ce marché-là, peut-être sur les volets maintenance qui nous intéressent, maintenance éolienne, maintenance hydrogène en mer, c'est des choses qui nous parle. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci beaucoup, Bruno Paris. Merci à Yannick Billan depuis Bels et puis à Olivier Ticos qui était avec nous. On arrive au terme de cette présentation. On rappelle peut-être, Philippe, on va mettre à l'écran les prochains rendez-vous parce qu'ils sont nombreux. Vous avez un agenda H2 renouvelable particulièrement riche. Je pense qu'on va pouvoir découvrir les prochaines dates, si vous voulez attirer notre attention peut-être sur certaines d'entre elles. On a déjà cité Evolution 27-28 octobre à Paris. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comment Citecmer en Orient, où dans ce monde de la mer, on parle de plus en plus d'hydrogène et très concrètement. On a Polytech, BDI est présent avec un stand Smart Energy où il se passe des choses aussi sur l'hydrogène. Et évidemment, on vous donne surtout rendez-vous sur le beau stand de Bretagne que vous avez en incrustation à droite de cette slide, à Evolution, donc à Villepinte, les 27 et 28 octobre. C'est dans moins d'un mois, pardon. Et vous avez 5 entreprises qui sont intervenues dans ces 2 webinaires qui seront présentes. On l'espère peut-être l'année prochaine avec Lorient. Ça serait bien de pouvoir démontrer un petit peu ce qui se passe dans notre belle région. On a quelques salons que vous connaissez, Maison Hydrogène, la fameuse Vite à Milan, où on aura des délégations. Une rencontre parlementaire à Rennes aussi. Qui auront lieu le 9 décembre, ça vient juste de se caler. Et puis après un événement auquel on tient beaucoup, nous, à BDI, parce que c'est dans notre ADN, c'est des événements de B2B, de relations business, qui aura lieu à Brest le vendredi 10 décembre prochain, où on risque d'avoir beaucoup de monde qui échange plus que de la carte de visite des travaux sur les projets. Et on a une dimension internationale, donc on peut parler des Pays-Bas, du Danemark, de l'Écosse, de la Norvège, etc. On a beaucoup de choses à faire, travailler en collaboration, mais c'est comme tu le disais, Xavier, la dernière fois dans le dernier webinaire, c'est le propre des petites régions. C'est qu'on sait travailler en collaboration, en interne et aussi en externe. Alors donc, pour suivre toute cette actualité, le contact, c'est BDI, c'est cette mission hydrogène qui est pilotée ici. C'est ça l'idée, hein? On peut continuer de vous solliciter pour… Il y a 8 personnes à BDI, à temps partiel et partagé, ou à temps plein comme moi, qui travaillent sur cette thématique, dont derrière moi, Elodie, David. On a des gens dans le marketing, on a des gens à l'Europe, on a des gens dans notre plateforme en ligne. Et puis, voilà, c'est toute une équipe qui était au service du développement de cette filière. Et donc, on va suivre avec beaucoup d'intérêt et d'attention les développements et notamment les 3 qui nous ont été présentés ce matin, plutôt dans le Morbihan, effectivement. Là, il se passe beaucoup de choses en ce moment, mais il y en a, tu l'as rappelé, ailleurs également en Bretagne. Voilà, merci de votre attention. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos interrogations sur ces sujets passionnants, un peu complexes parce qu'il y a des prérequis techniques à maîtriser, mais c'est effectivement un sujet tout à fait passionnant. Merci à vous et à bientôt pour d'autres échanges.